Bonjour Général Dominique Trinquant. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin pour nous éclairer effectivement sur ce qui se passe sur le terrain et sur ce qui peut advenir dans les jours qui viennent. Hier, Emmanuel Macron, à propos des frappes russes en Ukraine, a dit qu'il s'agissait d'un changement profond de nature de cette guerre. Est-ce que c'est aussi votre analyse ? Non, je pense que c'est une escalade. Maintenant, souvenons-nous que ces frappes tous azimuts avaient eu lieu dès le début de la guerre, 24, 25, 26 février, avec des cibles, il faut le reconnaître, beaucoup plus militaires que celle qu'il y a eu hier. Celle qu'il y a eu hier, c'est un sursaut. C'est un sursaut pour nous parce qu'on s'aperçoit que la guerre qui était cantonnée dans le front Kherson, l'Est, concerne l'ensemble de l'Ukraine, concerne la population, et à deux titres, d'abord par des frappes directes, on l'a vu dans ce jardin à Kiev, mais aussi en touchant l'énergie. Et l'énergie à l'approche de l'hiver, c'est bien sûr la survie des populations. Et c'est aussi une manière de toucher les civils. D'ailleurs, ce matin, la ministre des Affaires étrangères française, Catherine Colonna, dit que les crimes de guerre sont constitués en Ukraine. Oui, alors moi je dirais même des crimes contre l'humanité. Vous savez que la différence, crime de guerre, c'est des soldats qui dérapent et qui, c'est Boutcha, si ça n'est pas commandé par le chef. Or là, les missiles, c'est commandé par le chef, pardonnez-moi, mais c'est forcément Poutine qui a donné l'ordre de frapper. Donc c'est la chaîne complète, c'est un crime contre l'humanité, puisque c'est la chaîne complète qui a décidé de frapper des civils. Avec des menaces pour la suite, Vladimir Poutine, hier, quand il s'est exprimé, dit « Si les tentatives d'attentats terroristes se poursuivent, les réponses de la Russie seront… » Alors c'est étonnant, il dit « sévères et proportionnées ». Est-ce que ce sera l'un ou est-ce que ce sera l'autre? Et puis, Dmitri Medvedev, l'ancien président, lui aussi s'est exprimé pour dire que ces frappes d'hier n'étaient qu'un premier épisode. Bon, c'est une stratégie de la terreur. Oui, la stratégie de la terreur avec le duo Medvedev qui vous parle de nucléaire en disant attention, attention, le président Poutine qui n'en parle jamais. Oui. Et il n'emploie jamais le mot dans un contexte très direct. Voilà, exactement. Et lorsqu'il parle de proportionné, c'est aussi pour dire d'une certaine façon, et moi c'est ce qui me frappe dans ce qui s'est passé hier, c'est qu'on éloigne le nucléaire. Alors sur les plateaux, en France, partout, on parle toujours du nucléaire. Mais je crois que effectivement, oui, mais je crois que le président Biden, qui a pris la parole sur le nucléaire pour une première fois, ce qui est assez rare, dans lequel il a dit que ça serait l'apocalypse, ça fait partie du dialogue nucléaire. C'est pour dire attention, on ne touche pas à ça, sinon c'est vraiment la catastrophe. Et je crois que le président Poutine est dans cette logique, d'autant que l'utilisation de l'arme nucléaire serait pour lui le dernier recours, ça serait la catastrophe et il serait totalement isolé de tout le monde, y compris de la Chine et de l'Inde. Et ça, pour lui, ça n'est pas tellement acceptable. Donc l'opération d'hier, aussi dramatique soit-elle, peut éventuellement nous rassurer sur le fait que Poutine est encore prêt à avoir recours à l'arme conventionnelle avant d'en venir au nucléaire. Oui, comme il l'a dit, tous les moyens disponibles, mais sans aller au nucléaire. Je vois les choses comme celle-là. Oui. Quand on regarde les chiffres, bon, on est sur plus de 80 missiles qui ont été lancés, dont la moitié interceptés, 24 drones, dont la moitié abattus. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui que les Ukrainiens sont en capacité de répondre face à des offensives aériennes, des bombardements de ce type-là ? Oui, alors ils sont en capacité, pas à 100%, on le voit bien, mais ça veut dire que, mais ça on s'en est aperçu depuis le début de la guerre, le ciel ukrainien n'appartient pas à la Russie. L'Ukraine est capable de défendre. Alors elle a besoin de plus de matériel probablement plus sophistiqué pour avoir une couverture plus globale, mais elle est capable de se défendre et de limiter l'effet des actions russes à partir du ciel. Est-ce que riposter face à un drone, c'est techniquement plus difficile que de riposter face à un missile, ou c'est de même nature? Le problème, c'est la détection, c'est de le repérer. Et le repérer, alors les drones iraniens, semble-t-il, ont un moteur… Qui ont été utilisés par les Russes dans cette opération. Semble-t-il, ont un moteur qui fait beaucoup de bruit et donc qui permet d'être repéré. Donc, passer les premières surprises, vous savez, on travaille toujours par retour d'expérience, eh bien ça veut dire que l'information a été disséminée et dès qu'on entend ce petit bruit, on sait qu'il y a un drone, on cherche et à ce moment-là, on frappe le drone. Donc je pense qu'il va perdre de son efficacité par la connaissance qu'on a de ces modes d'action. Une opération comme celle d'hier, je le disais, elle mixe des missiles et des drones. Est-ce qu'on a une idée des ressources dont dispose la Russie, à la fois en missiles et en drones, et en clair, du nombre d'opérations et de la fréquence d'opérations qu'elle pourrait mener de ce type? Alors vous avez raison, on parle depuis longtemps des stocks qui diminuent beaucoup dans l'armée russe. Je pense que le fait d'avoir utilisé des drones avec des missiles montre qu'il y a une limite dans l'utilisation des missiles.
D'abord, ils coûtent très cher, il y en a de moins en moins, et très honnêtement, c'est du gaspillage. Quand on voit un missile qui est lancé sur un parc, non, un missile, c'est fait pour frapper précisément un objectif militaire, détruire une infrastructure. Donc, il y a eu à la fois du gaspillage sur des matériels qui sont rares et chers. Donc je pense que les Russes ne peuvent pas s'amuser à faire ces frappes tous les matins. Oui, vous dites que ça contribue au climat de terreur, mais ça n'a pas d'effectivité militaire, ça ne fait pas progresser Voilà. la guerre. Alors moi, j'attends de voir les résultats des frappes, hein, parce que c'est toujours comme ça, on fait le Battlefield Assessment après, pour voir quels sont en particulier dans le domaine de l'énergie, puisqu'il semblerait qu'il y ait pas mal de frappes qui aient eu lieu dans le domaine de l'énergie, pour voir ce qui a cassé vraiment dans le système énergétique ukrainien. On parlait à l'instant de ce qu'on peut encore apporter à l'Ukraine, nous, occidentaux, la communauté internationale, pour les aider. Hier, l'Allemagne a promis d'accélérer ses livraisons de systèmes de défense sol-air, qui sont promis de longue date. Le président américain Joe Biden a fait de même en disant qu'il y aurait des systèmes perfectionnés de défense antiaérienne qui seraient donnés. De quoi ont exactement besoin les Ukrainiens? Qu'est-ce qui leur permettrait de faire la différence en la matière? Alors, c'est d'avoir des systèmes complets. Aujourd'hui, ils utilisent beaucoup des manpads, ce qu'on appelle des systèmes missiles qui sont portés à l'épaule, qui permettent vous identifier, vous tirer, et en se dirigeant sur la source infrarouge, c'est-à-dire le moteur du missile, à ce moment-là, vous le détruisez. Mais l'intérêt, c'est d'avoir un système complet, c'est-à-dire un radar qui permet de balayer, d'alerter très longtemps à l'avance, et de pouvoir, grâce au radar de tir, de fixer l'objectif et de le détruire à grande distance. Or, ces systèmes, ils avaient les systèmes S-300, qui sont des systèmes russes, qui bien sûr arrivent, d'abord sont moins perfectionnés et arrivent un peu en bout de course parce qu'il n'y a plus de missiles, il n'y a plus de moyens de les approvisionner. Et donc, les Allemands comme les Américains, comme les Britanniques qui l'ont déjà fourni il y a quelques semaines, veulent fournir des systèmes beaucoup plus globaux. Et ensuite, eh bien, il faut réorganiser tout le système. C'est-à-dire que, si vous voulez, des batteries de missiles vont s'occuper de Kiev, d'autres vont s'occuper d'autres endroits. Vous voyez, il faut faire une couverture complète. Et ça prend un petit peu de temps, à la fois de former, de livrer, parce que ce sont des gros systèmes, et ensuite de coordonner l'ensemble des systèmes sur le territoire ukrainien. Qui est en capacité aujourd'hui de livrer ces matériels aux Ukrainiens? Quelles sont les nations qui en disposent et qui peuvent se permettre d'amputer leur propre stock pour les donner aux Ukrainiens? Alors les Américains, on le sait, ont des gros stocks, hein, bien sûr. Les Allemands, alors je demande à voir, parce que les Allemands ont quand même un gros problème dans leurs armées de fourniture d'équipement aujourd'hui, et je me méfie de la promesse qui n'arrive pas au bout. Les Guépards, par exemple, avaient été promis et sont arrivés 2 mois après. Donc voilà, c'est essentiellement cela. Je l'ai dit, les Britanniques ont déjà fourni. L'armée française est un peu pauvre dans les domaines antiaériens actuellement, et les a déployés pour assurer la protection de la base en Roumanie, où, il faut le rappeler, les forces françaises sont déployées vers l'avant, tout près de la frontière ukrainienne. Et donc, il faut assurer leur sûreté, bien sûr. Dans le cadre de l'OTAN, là en l'occurrence. Vous parlez de la France, justement, hier soir, Emmanuel Macron a réuni un conseil de défense à l'Élysée. Il a annoncé, sans plus de précision à ce stade, de nouvelles dispositions pour soutenir militairement l'Ukraine et puis pour pourvoir aux besoins de sa population. Qu'est-ce que la France peut encore faire militairement de plus, sachant qu'on doit encore prochainement aussi livrer des canons César? De quel matériel dispose-t-on qu'on pourrait encore mettre à disposition des Ukrainiens? Alors, je pense qu'il faut se méfier de ce qu'on voit et de ce qu'on ne voit pas. Par exemple, on vous parle toujours des canons César, merveilleux. On ne vous parle pas des systèmes de renseignement, on ne vous parle pas des images que nous fournissons à l'Ukraine et de l'information qu'on fournit, comme les Américains. Les Américains dans une proportion bien plus grande, bien sûr. Et les Français ont un rôle important à ce sujet. Bien sûr, ils fournissent des renseignements à l'Ukraine. Et donc ça ne se voit pas. Et pourtant, c'est essentiel pour monter les opérations. Quand il y a un débouché, par exemple, dans la région de Liman, avoir toutes les images satellites de la région et savoir où sont placées les pièces russes, etc., c'est extrêmement important. Avoir des Césars, c'est important. La France a dit qu'elle allait en fournir d'autres, en particulier une livraison qui devait avoir lieu pour le Danemark. Et avec l'accord du Danemark, au lieu de partir au Danemark, ils vont partir en Ukraine. Il y a des véhicules blindés qui ont été fournis. Dans le domaine de la sécurité civile aussi, on ne l'oublie pas, des camions de pompiers, de l'aide, des ambulances qui ont été fournis. Donc je pense qu'il ne faut pas se concentrer sur, j'allais dire, pardonnez-moi un peu bêtement, fournir des chars, fournir des etc., etc. Il y a globalement couvrir l'ensemble du spectre.
des besoins ukrainiens. C'est ça qui est important. Et puis, il faut se souvenir que la France, financièrement, par le biais de l'Union européenne, fournit la facilité européenne de paix à hauteur de 2 milliards d'euros quand même. Donc c'est important. D'ailleurs, le président Zelensky l'avait souligné. Donc il faut voir l'ensemble du spectre et non pas se concentrer sur un petit élément. On l'évoquait tout à l'heure, il y a une volonté de Vladimir Poutine de créer un climat de terreur en Ukraine, de déstabiliser les Ukrainiens. Mais de votre point de vue, est-ce que ça peut marcher? Est-ce que dans un conflit qui dure depuis le 24 février, les Ukrainiens vont encore se laisser déstabiliser par des frappes qui, comme vous le dites, ne touchent pas réellement les objectifs militaires, certes font des victimes, ça c'est à noter, mais relativement peu au regard du nombre de victimes déjà réalisées depuis février. Non, moi je pense que du côté ukrainien, ce type d'attaque va au contraire renforcer la détermination des Ukrainiens à combattre. Je crois que les frappes qui ont eu lieu hier avaient surtout pour objet de rassurer la branche radicale des Russes. Le président a annoncé qu'il allait réunir un conseil de défense qui s'est réuni hier. Le président Poutine, un conseil de sécurité qui s'est réuni hier. On n'en a pas entendu parler, mais les frappes ont eu lieu juste avant. Oui. Et c'était une façon pour lui de se placer en chef devant ses subordonnés, voire les radicaux, et de leur dire « Regardez ». Il a changé également le commandant de l'opération. Alors, on change souvent les généraux en Russie parce que ça ne marche pas. C'est probablement le système qui ne marche pas seulement les généraux. Et puis, on se rapproche du chef d'état-major des armées et du ministre de la Défense, qui est le dernier fusible avant Poutine. Dont les maintiens sont incertains à leur poste. Des rumeurs commencent à bruisser. Vous avez raison, on parle de leur départ. Mais le jour où Shoigu s'en va, c'est le dernier fusible avant Poutine. Donc il a intérêt à le maintenir assez longtemps et changer les subordonnés de façon à se protéger lui-même. Donc ce que vous dites, c'est qu'en fait, ce que fait Vladimir Poutine là, c'est davantage de la politique intérieure, voire intérieure au Kremlin, que réellement de l'opération militaire. Complètement. Il est contesté non pas par la population russe, qui est assez inerte, malgré les manifestations qu'on a vues au moment de la mobilisation, mais il est contesté par les radicaux. Et il ménage le président par exemple, le président biélorusse, tchétchène, Douma. Excusez-moi. Ramzan Kadyrov. Ramzan Kadyrov, en lui donnant une étoile de plus. Le lendemain, Kadyrov montre tous les soldats prêts à combattre. On sent qu'il y a une espèce de... il veut apprivoiser ces radicaux de façon à les mettre de son côté, plutôt qu'avoir cette opposition qui est la véritable opposition qu'il a en Russie. Alors, puisque vous faites allusion à Ramzan Kadyrov, le président tchétchène, connu pour le coup sa brutalité, promet 70 000 hommes. Quand il fait cette promesse, est-ce que c'est une promesse qu'il est réellement capable de tenir? Est-ce qu'on peut s'attendre à voir débarquer sur le front ukrainien 70 000 hommes supplémentaires? Non, alors il les montre. Évidemment, il montre sa force comme ça. Ils ont été engagés un peu sur tous les fronts. Il fait beaucoup de médias en disant « je vais y aller, je vais y aller, je vais y aller ». Mais il est obligé de maintenir pas mal de Tchétchènes en Tchétchénie parce que le pouvoir en Tchétchénie n'est pas certain non plus. Il dépend totalement de Poutine, ce pouvoir tchétchène. Et donc, il y a ce rapport de subordination comme Wagner. Ce sont les deux radicaux qui sont les plus dangereux pour Poutine et qu'il cherche à amadouer de façon à éviter d'avoir cette opposition contre lui au sein du Kremlin. Mais de manière presque simpliste, en vous écoutant, j'ai envie de dire, ils sont presque plus dangereux finalement pour Poutine que pour les Ukrainiens eux-mêmes, de par leur efficacité militaire. Est-ce qu'il y a une efficacité militaire des Tchétchènes ou de Wagner, de la milice Wagner? Non, pas vraiment. Et c'est un poids ça peut être un poids, contre le président Poutine. Beaucoup plus qu'une aide sur le terrain. Wagner est présent. Écoutez, Wagner, on le connaît, nous, les Français, bien en Afrique. Oui. Il n'est pas très performant. Au Mali, en particulier. En clair, oui, il n'est pas très performant, en clair. Actuellement, pauvre Mali, je le plains de tout mon cœur parce que je pense que les djihadistes sont très proches de Bamako et que Wagner ne fera rien. Donc, je pense que c'est plus la montée en gamme, si vous voulez, de l'opposition à Poutine, qui est dangereuse pour Poutine, que la présence sur le terrain. Dans les partenaires, il y a bien sûr la Biélorussie. On a appris avec cette annonce l'idée d'un groupement régional russe et biélorusse à la frontière occidentale. Donc vous y remarqué hier chez David Pujadas d'ailleurs que ça voulait dire plutôt à la frontière avec la Pologne. Mais alors à quoi sert ce groupement? Pourquoi cette annonce? Qu'est-ce que c'est censé nous dire? Alors, depuis le début de la guerre, le président Poutine essaye d'attirer les Biélorusses dans la guerre.
Alors, ils ont servi de base arrière. Hein. L'attaque sur Kiev est partie de Biélorussie. Le 24 février. Voilà, exactement. Les bases aériennes sont utilisées, les missiles, voire des drones, sont utilisés à partir de la Biélorussie. Mais il n'a jamais réussi à avoir des troupes biélorusses. Pourquoi ? Parce que le président Loukachenko est en fait très mal en point. La population est contre cette guerre. Donc s'il envoyait ses forces combattre en Ukraine, il est probable que son pouvoir serait déstabilisé. Et je pense que l'annonce qui a été faite hier est une nouvelle fois pour montrer l'unité de la Biélorussie avec la Russie, et puis de déplacer le problème sur la frontière occidentale, donc Pologne, Lituanie, en disant, vous voyez, le danger peut venir de là, de l'OTAN, donc il faut se renforcer. Donc c'est encore une fois une façon médiatique de présenter l'unité entre la Biélorussie et la Russie, mais sans faire quelque chose de concret, tout en laissant les bases à la disposition de la Russie, bien sûr. Mais s'occuper de cette frontière occidentale avec la Pologne, ça ne peut pas être une manière de préparer la suite. Je m'explique. Pendant des mois, on savait que les Russes massaient des troupes à la frontière avec l'Ukraine, avec une interrogation, vont-ils oser rentrer en Ukraine ou pas ? Beaucoup de pays qui disaient, mais non, ça n'arrivera pas. On n'est pas du tout en train de parler de la même chose avec la Pologne. On n'est pas dans la préparation d'une opération d'entrée en Pologne. Oui, c'est bien que le président Poutine sait bien que c'est la ligne rouge. La frontière avec l'OTAN, il n'a absolument aucune chance. Les Américains ont déployé en Pologne l'équivalent d'un corps d'armée aujourd'hui. Tous les Européens sont déployés. Les Français sont présents en Estonie. Les avions français survolent aussi la Pologne, en Roumanie. Tout le dispositif est en train de monter en puissance. Alors, ça ne veut pas dire qu'il est à 100%. Hein. Il est en train de monter en puissance. Mais le président Poutine le sait très bien. Il ne peut pas franchir cette... C'est toujours une menace. Et c'est une façon de marquer aussi. Vous voyez bien, je vous l'avais dit, l'OTAN nous menace. Donc, voilà, on est dans ce registre-là. Mais la guerre avec... le président Poutine sait parfaitement que la guerre avec l'OTAN, c'est la fin de l'armée russe. Vu le paysage que vous dessinez, qu'est-ce qui vous paraît être le plus plausible aujourd'hui ? Est-ce qu'on est en train de s'installer en réalité dans une guerre de communication qui peut durer, qui va durer ? Ou est-ce que vous faites le pari que les mouvements militaires rapides sont encore possibles dans les prochaines semaines, avant l'hiver, avant la saison des pluies ? Écoutez, moi je crois qu'aujourd'hui, l'offensive ukrainienne continue dans la région de Kherson et dans le nord-est. La météo est extrêmement importante. Nous sommes dans la période dans laquelle les pluies peuvent arriver. Je regardais la météo ce matin encore, il fait beau toute la semaine en Ukraine. Ça veut dire que les offensives peuvent continuer. La mobilisation russe, partielle, ne produit pas d'effet pour l'instant sur le terrain. Donc les Ukrainiens doivent profiter de la dynamique de la victoire pour conquérir toute la région de Kherson, au passage, peut-être 15 000 prisonniers russes, ce qui serait une catastrophe psychologiquement pour les Russes. Conquérir une partie du Donbass, et puis lorsque les pluies vont arriver, parce qu'elles vont probablement arriver en novembre, à ce moment-là, les choses vont s'étaler, se calmer, parce que les mouvements seront plus difficiles. Je pense que la Russie va, à ce moment-là, continuer sa mobilisation pour essayer de renforcer tous ces fronts-là. Donc on va arriver dans une situation de stabilité, probablement à l'hiver, mais à quel niveau d'offensive ukrainienne ? Je n'en sais rien aujourd'hui. Auront-ils encore beaucoup progressé ou pas ? Je ne sais pas. Mais ça veut dire, moi je ne vois pas la fin de la guerre pour tout de suite. Ni les Ukrainiens, ni les Russes ne veulent négocier. Et je pense qu'il va falloir voir quelle est la déstabilisation de Poutine à la tête de l'État pour voir si quelque chose peut se passer là. Parce que la Russie, à l'évidence, a perdu cette guerre. Elle est en train de perdre les batailles, mais elle a perdu cette guerre. Et sur le long terme, les mesures prises par les Européens, en particulier pétrole, gaz, etc., vont produire des effets. Ils en produisent peu aujourd'hui, mais dans 6 mois, ils en produiront beaucoup. Et donc, la Russie se trouvera dans une situation extrêmement difficile. Donc, je vois plus des offensives sur le court terme, une stabilisation à moyen terme, et sur le long terme, une situation vraiment difficile pour la Russie. Vous dites qu'ils ne veulent pas discuter. Ça veut dire à vos yeux que, par exemple, quand aujourd'hui on entend que le G7 se réunit dans une réunion en visioconférence avec Volodymyr Zelensky, que l'Assemblée générale de l'ONU se tient en ce moment pour évoquer le cas des annexions, ça a commencé hier, il y a peut-être un texte qui sera soumis au vote demain. Tout ça, ces réunions, c'est certes du soutien à l'Ukraine, mais ça n'aura pas de poids sur l'issue et l'issue diplomatique du conflit. Non, parce que pour avoir une issue diplomatique, il faut être 2 pour négocier, et les 2 n'ont pas envie de négocier.
Donc c'est un peu compliqué. Je pense qu'il y a un point clé dans la négociation, ça va être le sujet de la Crimée. Oui. Parce que la Crimée, en 2014, tout le monde a été un peu mou sur le sujet. Donc les Russes en profitent sur ce sujet-là. Et les Ukrainiens aussi, parce qu'on sent des velléités de reconquête. Ah oui, ben eux, ils ont envie de reconquérir. Mais les Russes ont l'air de dire, attendez, les Occidentaux, vous n'avez pas bougé en 2014, pourquoi vous bougeriez maintenant, hein? C'est un petit peu ça la difficulté. Donc sur la négociation, aujourd'hui, il n'y a pas de perspective de négociation. Tout le monde dit, y compris les Russes, y compris les Chinois, pardon, et les Indiens, il faut négocier, il faut un cessez-le-feu, mais les Ukrainiens sont dans une dynamique offensive et de victoire, ils ne voient pas pourquoi ils s'arrêteraient maintenant, et les Russes, évidemment, qui sont en train de perdre du terrain, ne disent pas on est battu. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de position pour une négociation aujourd'hui. Une toute dernière question rapidement générale, sur le cas précis de ce pont de Crimée, du camion qui a priori provoqué l'explosion. Chacun des deux pays s'est renvoyé la responsabilité. La Russie officiellement en accusant les services secrets ukrainiens, l'Ukraine en indiquant dans l'entourage de Volodymyr Zelensky qu'il fallait peut-être chercher les réponses en Russie. Il y a d'ailleurs eu ni confirmation ni démenti du côté de Kiev d'une éventuelle implication ukrainienne. Quelle est, votre conviction aujourd'hui? Écoutez, je prendrai un autre exemple, qui est l'attentat qui a tué la fille de ce radical, de ce... Du dignitaire du régime russe. Voilà, exactement. Il y a eu les mêmes discussions. C'est les Russes, c'est les Ukrainiens, etc. Et puis, la semaine dernière, les journaux américains, sur divulgation des services américains, ont annoncé que c'était bien les services ukrainiens qui l'avaient tué. Je pense que pour le pont, c'est un peu la même chose, sauf que les Ukrainiens ne veulent pas d'un seul coup dire c'est nous qui l'avons attaqué, malgré la déclaration russe. Voilà. Merci beaucoup, Général Trinquant, d'avoir été avec nous ce matin pour nous éclairer.